bien, c'est que vous puissiez mettre vos questions dans le chat ou lever la main pour intervenir, pour que ce soit plus fluide. D'indiquer vos noms, prénoms, de couper vos micros si vous n'intervenez pas pour éviter les bruits euh, d'environnement. Et puis, alors attendez, du coup. Hop. Et puis nous allons attaquer ce webinaire qui a lieu dans le cadre du mois de la bio. Le mois de la bio, c'est un événement qui se passe dans Région Nouvelle-Aquitaine tous les mois de novembre, depuis 14 ans. C'est la 14e édition. Elle est copilotée par 3 structures. Le réseau bio avec Bio Nouvelle-Aquitaine et Karine Trouillard qui est du GAP 17, avec qui on va co-présenter ce webinaire à 2 voix. Les chambres d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, dont moi je fais partie en Charente-Maritime, et puis Interbio, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est présent dans d'autres événements. Les financeurs sont la région Nouvelle-Aquitaine et puis l'Europe, qui nous permettent de faire ces événements. Et on va parler des points clés pour passer en agriculture biologique. Alors, on est en Nouvelle-Aquitaine, mais la plupart des choses qu'on va vous dire sont valables en France, puisque vous verrez, hein, le règlement est européen. Une bonne partie des aides sont françaises et sont valables sur tout le territoire. Et puis, tout ce qui est régional, on vous le spécifiera pour que ceux qui ne viennent pas de la région Nouvelle-Aquitaine puissent voir dans leur région ce qui se passe. Voilà. On va peut-être commencer par un petit contexte de l'agriculture biologique. Donc là, vous avez devant vous si tout le monde voit mon diaporama. Ouais, c'est bon? Ok. Donc, c'est l'évolution des surfaces. Donc, depuis 2015, on voit qu'il y a quand même une certaine évolution, puisque de 2015 à 2021, on a doublé en surface engagée en agriculture biologique, c'est sur toute la France. Il y a un léger recul sur ces 2 dernières années, mais on arrive à 10% de la surface agricole française qui est convertie en agriculture biologique ou qui est en conversion. Les surfaces d'abord, après les fermes, le nombre de fermes, donc ça, c'est pas forcément la même évolution, puisqu'on a une très grande évolution de 2015 à 2024. Ça a doublé, hein, encore une fois. Il n'y a pas de recul sur ces 2 dernières années. On augmente toujours en exploitation en fermes converties à l'agriculture biologique. Et les fermes bio représentent aujourd'hui, en France, quasiment 15%. On est loin des 25 encore, qui sont pour objectif en 2030, mais on est déjà à 15%. Sur les différents départements, donc la première région qui a le plus de surface en agriculture biologique, c'est l'Occitanie. Alors l'Occitanie, une grande région puisqu'ils doivent être 13 départements. Nouvelle-Aquitaine, on est en 2e position, on n'est pas peu fiers, même si on est aussi une grande région, on est en 2e position. Et puis viennent après l'Auvergne et les Pays de Loire, où là, on a des surfaces un peu moins importantes, puisque c'est une région avec seulement 5 départements. Le nombre de fermes bio par atelier de production, donc en France, ce qu'on peut remarquer sur ce graphique, c'est qu'il y a c'est très diversifié pour les surfaces qui sont en agriculture biologique. La principale, là, c'est les surfaces fourragères qui sont souvent liées à un atelier d'élevage. Et puis après, on a les grandes cultures qui sont aussi présentes. Une même ferme peut avoir plusieurs productions, donc on peut la retrouver dans plusieurs de ces carrés. Et dans les nouvelles fermes engagées, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près le même profil de fermes qui se convertissent. Un peu là, pardon. Et puis, pour l'élevage, donc on a aussi une grande diversité d'élevages. Les principaux, c'est quand même les bovins, qui représentent 30%. Les bovins, les vaches allaitantes. Les vaches laitières donc, représentent 21% au niveau des fermes engagées. Et dans les nouvelles fermes engagées, il y a un peu moins d'engagement en production laitière, bon, ce qui est lié sans doute à la conjoncture actuelle, qui n'est pas forcément le plus favorable. Ce qu'on peut dire aussi de la France, c'est que
parmi les pays d'Europe qui partagent ce même cahier des charges bio, la France est le seul pays où toutes les productions sont représentées en bio et où on a une offre diversifiée au niveau national, y compris chez nous en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a une façade littorale qui permet aussi des productions comme l'aquaculture, le sel, qui désormais a un cahier des charges bio depuis un an. Voilà, donc très grande diversité de production bio en France par rapport à d'autres pays d'Europe. La Nouvelle-Aquitaine, vous la voyez là sur le petit graphique, on a un Girondin dans la région. Donc, c'est la Gironde qui tient le record de surface en bio, ce qui s'explique par la surface qui est importante. C'est un département qui a beaucoup de SAU et par les viticulteurs qui se sont aussi beaucoup convertis ces dernières années. La Dordogne est aussi très bien placée, avec, pareil, une grande surface agricole utile et puis aussi des productions qui sont très diversifiées. Globalement, on a 8,9% de la surface de la région qui est en bio, contre 8,3% en niveau français, donc on est plutôt bien placé. Au niveau des fermes engagées, on est à 13,9%. La France était 14,9%, ça fait un point de moins, ce qui est plutôt pas mal. La Charente-Maritime, moi je suis en Charente-Maritime, hein, on n'est pas, on n'est pas on est un petit peu loin derrière, il y a un peu de potentiel. Quelques mots sur le marché. En 2024, le marché, la valeur du marché bio a augmenté par rapport à 2022, donc c'est plutôt bon signe. C'était plutôt en 2024 tout ce qui était magasin de proximité, magasin spécialisé bio et puis les circuits courts. On verra que tout à l'heure en 2025, c'est encore mieux. La part de la consommation est assez constante à 5,7%. Donc, c'est plutôt en 2024 des consommations qui se faisaient dans les magasins spécialisés ou les circuits courts. Euh, la restauration collective ou commerciale est à 847 millions. On est autour de 6,5% pour la restauration collective et 1,5% en restauration commerciale. On est assez loin de la loi Egalim qui vise le 20%. Donc là, il y a encore aussi des choses à faire. Et puis le taux d'import des produits bio, il est à 28,9. En 2015, il était à 31%. C'est quelque chose qui reste assez constant puisque on est dépendant, on ne fait pas encore de cacao en France, ni de café, ni de thé, ni de produits exotiques. Donc, c'est des produits qui viendront toujours de l'extérieur. Et en 2025, donc il y a 5% de consommation qui remonte. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et ça repart à la hausse dans tous les circuits de distribution. Donc ça, c'est très bon signe, quoi. Karine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, oui, c'est donc par rapport à l'inquiétude qu'il y avait l'année dernière avec la baisse de la consommation générale en France, y compris en bio, les chiffres sont repartis comme avant cette baisse. Donc, ça permet d'être enthousiaste par rapport aux débouchés futurs pour les porteurs de projets et ou les bios en place, puisque les circuits se confirment et on arrive encore à toucher des nouvelles personnes sur le marché du bio. Après cette petite partie de contexte, on va passer au cahier des charges. Je mets tout, Karine? Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est parti. Tu vas? J'y vais? Quand Ouais. tu veux. Alors, le cahier des charges, comme l'a dit Céline, depuis 2009, c'est un texte de loi européen. Avant, on avait un cahier des charges stricto français pour l'élevage et les cultures, mais depuis 2009, on a une base commune au niveau Europe sur laquelle se basent l'ensemble des organismes de contrôle bio pour certifier les fermes et les circuits de transformation et distribution en France. Donc aujourd'hui, on a prévu de vous donner une synthèse, c'est-à-dire les grandes lignes du cahier des charges, qu'il faudrait quasiment une journée pour le détail.
mais au moins ça vous donne une idée de ce qui est possible ou pas. Ce qu'il faut retenir dans les grands principes de ce cahier des charges par rapport à d'autres cahiers des charges au niveau mondial, c'est que en Europe, le lien au sol et à la roche-mère est obligatoire. On ne peut pas faire de culture hors sol en bio. On part du principe qu'on respecte les écosystèmes en place, les haies, la biodiversité, etc. Et que les méthodes de travail développées sur les fermes doivent recycler au maximum la matière organique, voire l'augmenter. Le cahier des charges se base également sur le fait qu'on n'a pas le droit aux produits chimiques de synthèse dans la pratique, ni aux OGM et hormones. Il y a également une obligation de conversion sur les parcelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conversion? C'est la période minimale obligatoire pendant laquelle on est obligé de respecter le cahier des charges bio à 100%. Et par contre, on ne peut pas encore vendre sur un marché bio, mais ça correspond également à une période de transition des molécules chimiques qui auraient pu être utilisées auparavant sur la parcelle vers les couches du sol inférieures. Et du coup, on estime qu'il faut minimum 2 ans pour les cultures annuelles pour que ces résidus chimiques aient quitté la couche arable et 3 ans pour les cultures pérennes. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans pour les cultures annuelles, on ne peut pas vendre en circuit tracé bio et pendant 3 ans pour les cultures pérennes. Donc, ça nécessite bien sûr, si on vend dans des magasins bio ou autres, à s'organiser. Voilà. Il y a des cas de réduction de cette période de conversion. Il y a 2 cas. Soit on était auparavant sur une ferme qui était dans un programme où les produits chimiques étaient donc déjà interdits. Et du coup, on peut passer plus vite en agriculture biologique, voire de suite, en demandant une dérogation sur le site de l'INAO, qui est l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité. Et ces demandes de dérogation, jusqu'à présent, étaient gratuites. Et à partir du 1er de janvier 2026, elles deviennent payantes à raison de 30 € par demande. Voilà, je le spécifie pour que vous n'ayez pas de surprise si c'est votre cas, sachant que d'après le sondage de Céline tout à l'heure, vous êtes quand même sur des productions de type PAM ou maraîchage, c'est-à-dire plutôt des petites surfaces, et j'imagine que votre accès au foncier doit être parfois sur des friches ou justement des parcelles qui pourraient, dans ce cas, de réduction de la période de conversion à 0, et donc avec un passage direct en bio. Après, on verra par la suite qu'il faut quand même se poser la question pour cette conversion, cette demande de dérogation par rapport aux aides qui peuvent être sollicitées sur la conversion. Tout à fait. On l'abordera tout à l'heure. Alors, la base du cahier des charges bio, vu vous l'aurez compris, on n'a pas le droit aux produits chimiques pompiers qui pourraient permettre de sortir d'une impasse ou d'une problématique technique. Du coup, on va se baser sur les leviers agronomiques essentiels, c'est-à-dire la rotation longue des cultures. Alors, il n'y a pas de chiffre précis dans le cahier des charges. On ne dit pas il faut 7 ans, 6 ans, 8 ans. Sauf pour le maraîchage, où il est spécifié qu'il faut au moins 3 légumes différents ou un engrais vert de plus de 30 jours dans la succession culturale avant de revenir avec le même légume. Hormis cette spécificité, la rotation doit respecter le cycle de chaque culture, donc éviter de revenir avec la même famille trop vite pour éviter tout simplement d'épuiser le sol et ou de favoriser un certain type d'adventice. Voilà. Il y a également obligation de prévoir des engrais verts dans la rotation, que ce soit en plein champ ou en serre.
Donc les engrais verts, c'est ce qu'on appelle aussi les couverts végétaux ou les intercultures qui peuvent être, qui peuvent être des légumineuses ou pas. Ça peut très bien être des cultures qui évitent par exemple le tassement du sol. Ça peut être différentes familles végétales, y compris les légumineuses qui fixent l'azote de l'air. Hop là. Ah, attends, j'en étais là. Hop là, voilà. C'était allé trop vite. Ensuite, quand vous êtes converti, une fois que vous avez lancé la conversion, vous êtes obligé d'utiliser des semences et des plants bio. Comme vous l'a dit Karine, il y a une période de conversion donc, qui permet au sol de se remettre, d'épurer un peu les produits qu'il a pu engendrer. Et dès qu'on se convertit, on utilise tout ce qui est produit bio. Donc, pareil pour les semences et les plants. Donc, vous avez sur le site de Semae, là, vous avez le lien, possibilité de voir quelles sont les semences qui sont disponibles ou qui sont en dérogation. Parce que certaines semences n'existent pas en production biologique. Et du coup, vous avez la possibilité d'acheter des semences non traitées. Mais il faut une dérogation, là encore, donc sur le site de Semae cette fois-ci, auprès de l'OC, pour avoir des plants qui sont autorisés en agriculture biologique. La fertilisation, elle est essentiellement organique. Donc, l'idée, c'est de maintenir et d'améliorer la fertilité des sols en respectant les cycles naturels. Et puis, comme vous l'a dit Karine, donc, on gère les adventices principalement par la rotation, puisque la rotation va intégrer des cultures qui vont nettoyer les sols et puis empêcher certaines adventices de se développer. On peut aussi utiliser le désherbage mécanique et ou manuel, ce qui est le cas. Le désherbage manuel, par exemple, c'est pour enlever les datura qui sont dans une production dans une culture pour l'alimentation humaine ou autre, quoi. L'objectif, c'est de viser l'autonomie, donc c'est vrai aussi pour les intrants, euh, pour, euh, pour réduire la dépendance à l'extérieur. Donc, c'est aussi avec cette rotation qu'on va prévenir des maladies et puis avec le fait d'avoir des cultures différentes. Et puis les ravageurs, là, on les, on les, on peut les limiter avec un développement de la biodiversité. Donc ça fait un certain équilibre et ça évite qu'il y ait des ravageurs de la même famille, puisque un certain équilibre de biodiversité se rétablit. On peut avoir de la mixité. Alors la mixité, c'est d'avoir sur une même exploitation, une même structure juridique, des produits bio, productions bio et des productions conventionnelles. C'est ce qu'on appelle la mixité en AB. Donc pour tout ce qui est végétal pérenne, tout ce qui est la vigne, on peut passer une couleur de vin, de vigne en entier par dérogation. Il faut toujours une dérogation et on a 5 ans pour convertir cette production en bio. Est-ce qu'il y a des viticulteurs? Je ne suis pas sûre. Même le Girondin, elle veut faire des pommes et des maraîchages. C'est pas sûr. Les intrants en AB, ça marche avec une dispositif, c'est-à-dire que si l'intrant n'est pas dans la liste, on ne peut pas l'utiliser. Vous retrouverez ces intrants qui sont autorisés sur 2 sites, celui de l'ITAB et celui de l'ANS. Quand on est en bio, on a un étiquetage obligatoire. Alors, beaucoup connaissent le logo AB, mais celui qui est obligatoire, c'est l'Eurofeuille, celui que vous voyez sur la gauche, où on a dessous le numéro de l'OC qui est bien spécifié, quoi. On a l'obligation de tenir un cahier de culture et de pratique pour prouver ce qu'on a fait et voir quand ça s'est passé et comment ça s'est passé. Et puis, on a aussi une obligation de contrôle qui est annuelle. Dans le règlement européen, il est obligatoire sur tous les 24 mois avec un contrôle documentaire par an. Et en France, on a un contrôle annuel. Je sais qu'il y a des... On a Julia, je crois, hein, si jamais tu as des choses de Calicide. Si tu veux apporter des éléments, tu n'hésites pas.
D'accord, merci. Par rapport aux intrants, je ne sais pas si tout le monde maîtrise ce mot, mais donc il s'agit des produits dont on pourrait avoir besoin en mode préventif ou curatif, dès lors qu'on n'arrive pas à solutionner une problématique de maladie, de ravageurs, ou bien un engrais qu'on n'aurait pas sur la ferme et qu'on souhaiterait acheter à l'extérieur. Donc il y a une liste à respecter pour toutes ces matières qu'il faut consulter bien sûr avant de passer en bio. Et ces produits, en plus d'être autorisés au cahier des charges bio, ils doivent bénéficier d'une autorisation de mise en marché en France, ce qui fait une double couche réglementaire et ce qui explique notamment les revendications agricoles françaises souvent qui jugent que il y a plus d'autorisation dans les autres pays européens qu'en France. Et du coup, il peut y avoir certains déséquilibres effectivement entre agriculteurs au sein de l'Europe. Cette, quand vous achetez des intrants à l'extérieur, vous devez avoir la mention UAB sur les intrants que vous achetez. Utilisable en agriculture biologique. Et quand on passe en bio et qu'on passe à 100% la ferme en bio, il ne doit plus y avoir aucun produit chimique de synthèse présent sur la ferme. Et plus aucun produit conventionnel. Si par exemple on est en élevage, le stock d'aliments conventionnels doit avoir été consommé pour la date de passage en bio, si on passe à 100% en bio. Alors, un autre point important du cahier des charges, c'est l'interdiction des engrais minéraux azotés et des effluents d'élevage dits industriels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élevage industriel? La définition, elle est tombée en 2022. Il s'agit d'élevage qui dépasse des seuils de densité, notamment en volaille et en porc. Donc, c'est plutôt des élevages de type élevage en cage sur caillebotis où les animaux ne sortent jamais, de plus de 60 000 poules, de plus de 3 000 porcs, etc. Voilà, donc il n'y en a pas forcément énormément sur nos territoires. Et encore une fois, comme l'a dit Céline, la meilleure manière d'être sûr de l'utilisation d'un engrais organique, c'est de vérifier qu'il comporte la mention UAB si vous l'achetez à l'extérieur. Et par ailleurs, vous pouvez très bien vous approvisionner en éléments fertilisants auprès d'un élevage voisin en bio ou en conventionnel à condition qu'il ne fasse pas partie de ces élevages industriels et qu'il n'utilise pas lui-même d'OGM pour ses céréales, par exemple. Voilà. Donc, et si vous êtes vous-même éleveur, vous pouvez Voilà. bien sûr utiliser vos effluents et le cahier des charges spécifie que l'entièreté du fumier bio produit sur la ferme doit être utilisé en agriculture biologique. Donc, quelque chose qui n'est pas autorisé, par exemple, serait de vendre ou d'échanger du fumier bio avec une ferme conventionnelle, puisque ce serait une aberration, vu qu'aujourd'hui, on manque d'engrais organiques et de fumier bio sur la filière. Des éléments restent interdits quand même en termes organiques. Ce sont les boues de station d'épuration et les effluents humains qui ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Donc tout à l'heure, Céline a abordé le principe de la mixité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du bio et du non bio sur la même ferme. Alors c'est plus facile à gérer et à contrôler quand c'est deux ateliers différents, deux productions complètement différentes. J'ai par exemple mes vignes en conventionnel et mon maraîchage en bio. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est si je veux faire du maraîchage bio et non bio sur la même ferme, ça va être beaucoup plus dur à gérer puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de doublons la même année sur la même ferme, c'est-à-dire
On ne peut pas avoir une tomate bio et une tomate conventionnelle, quelle que soit sa variété. Il faut que ce soit distinguable à l'œil par une personne non avertie. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et probablement non autorisé. Voilà. Donc, en général, voilà, on invite les gens à se prémunir de ce type de conversion sur un même atelier. Ou alors, c'est plus simple si on a, par exemple, des fermes avec deux sites différents. Des fois, certains préfèrent tester une première ferme, il la passe en bio et l'autre reste en conventionnel. Mais on est bien sur deux sites différents dans l'espace. Voilà. Donc, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pour éviter la fraude sur la filière ensuite et les mélanges de produits bio et conventionnels. Alors, en élevage, c'est encore plus complexe puisqu'on ne peut pas, par exemple, sur la même espèce, les bovins, avoir des bovins en lait bio et des bovins viande en conventionnel sur la même ferme non plus. C'est soit tous les bovins passent en bio, alors qu'ils sont distinguables à l'œil, là, pour le coup, soit c'est carrément deux espèces différentes. On a des ovins qui sont bio et des bovins qui restent conventionnels. Là, c'est bon. Et puis, comme l'a dit Céline tout à l'heure, en pérenne, c'est encore plus compliqué. En arbo, en vigne, euh, soit on passe tout, soit on passe rien. Et en vigne, c'est soit on passe toute une couleur, soit on passe rien du tout. Et on a la possibilité de le faire au maximum sur 5 ans. Je rajouterais juste que les prairies, c'est pareil, on a des prairies. Et quand on a des prairies, elles doivent tout être en bio. On ne peut pas avoir de prairies conventionnelles et bio sur une même structure, quoi. En bio ou en Voilà. conversion, hein. C'est-à-dire que si Oui, par exemple vous agrandissez, vous récupérez des prairies, comme dit Céline, elles étaient conventionnelles ou dans une ferme conventionnelle avant, et ben vous prévenez l'organisme de contrôle que vous avez choisi, que vous vous agrandissez avant de le faire, bien sûr, et la date précise de cet agrandissement, la surface, etc. Et donc, le plan de contrôle s'élargit à cette nouvelle parcelle, mais on considère bien que la parcelle en conversion et les parcelles déjà en bio sont toutes dans la certification bio. On considère que la ferme est quand même 100% engagée dans le cahier des charges bio. puisqu'elles respectent le cahier des charges sur toute la structure, quoi, sur toute la surface. Ok, tout va bien. On continue. Une partie un peu élevage. Attendez, je mets toutes mes affaires. Donc, pour les animaux, on est obligé de faire pâturer les animaux dès que les conditions le permettent. Alors, dès que les conditions le permettent, si elles ne le permettent pas pour des raisons de sécurité ou sanitaire, les animaux ne sont pas forcément obligés de sortir, mais il faut quand même le justifier. C'est pour maintenir le lien au sol dont on parlait au début, donc dès l'âge de 6 mois. C'est pour respecter le bien-être animal, le comportement des animaux, la liberté de mouvement. On a un peu la même chose, la même notion quand on dit que les densités des animaux et les surfaces euh, des bâtiments doivent aussi respecter certaines conditions qui sont bien détaillées dans le règlement. Ça, c'est pour respecter le bien-être animal aussi, pour qu'ils puissent se bouger et puis respecter leur façon de vivre. Les traitements allopathiques sont autorisés en bio, ils sont limités. Donc, si c'est des animaux pour la viande et qui restent 1 an sur l'exploitation, on peut avoir droit à un traitement allopathique. Si c'est des vaches laitières qui produisent du lait, on peut aller jusqu'à 3 par an. Par contre, on double les délais d'attente. Et il faut une prescription vétérinaire et il faut le noter dans le cahier d'élevage. En bio, on privilégie les races rustiques, hein, que ce soit en, en volaille par exemple ou autre, ou une meilleure
Je sais pas trop. Adaptation, oui. Merci. Et J'avais éviter pas trouvé le mot. les maladies, justement, effectivement. En fait, tout ce cahier des charges, c'est du bon sens. Ça pourrait s'appliquer même aux humains. Effectivement, on est en meilleure santé si on a une alimentation diversifiée et qu'on prend l'air de temps en temps. Et ben, c'est tout à fait le cas des élevages bio. Euh, voilà. On verra si on est rustique aussi. Tu interviens juste à ce moment-là sur les humains, c'est marrant. Et effectivement, donc l'autonomie alimentaire est obligatoire, c'est-à-dire que on doit produire 70% de l'alimentation des fourrages sur l'exploitation, ou au moins dans la région. Ça, c'est pour les ruminants, et 30% pour les monogastriques. C'est quelque chose qui, dans le dernier cahier des charges, a été augmenté, donc qui se précise davantage. On doit allaiter les jeunes au lait maternel dans une certaine durée. Par exemple, pour les veaux, c'est 3 mois. Donc, c'est pareil, c'est comme dit Karine, c'est une question de bon sens. C'est ce qu'il ferait dans la vraie vie, sans doute. Les rations des ruminants doivent être principalement à base de fourrage. Les concentrés doivent être inférieurs à 40%. Et on peut aussi alimenter les élevages en C1 et en C2. Alors, C1, c'est la première année de conversion. C2, c'est la deuxième année de conversion. Quand ils sont produits sur la ferme, il n'y a pas trop de problème. C'est quand ils sont achetés à l'extérieur, il faut que ça respecte une certaine, un certain pourcentage maximum. C1, C2, c'est 60%. Et puis C1, je ne sais plus. Euh, Tu sais, toi, Karine? Bah, si c'est en produit sur la ferme Il en n'y a pas de problème. conversion totale, oui, il n'y a pas de souci. On peut utiliser tout ce qu'on produit en conversion sur la ferme pour l'élevage qui est en conversion en même temps que les parcelles. C'est Par interdit, c'est contre, acheté avec ça. ce qui est interdit, c'est de l'acheter à l'extérieur volontairement. Mais je sais qu'il y a des dérogations, par exemple, on a eu des cas de tempête en Charente-Maritime ou des Oui, ou années de de sécheresse. sécheresse. Voilà. Il peut y avoir des dérogations pour acheter du foin exceptionnellement pour éviter que les animaux ne meurent, tout simplement. Voilà. Et en tout cas, si vous le faites, notez-le bien pour pouvoir avoir une traçabilité de ce qui se passe. Et il faut retenir en bio que si ça déroge au cahier des charges, il faut demander une dérogation. Quand on achète des animaux, quand on est en bio, ils sont bio. Si il existe une plateforme pour voir quels sont les animaux disponibles en bio, ce sont des données nationales. Donc, si il n'y a pas d'animaux dans la race que vous cherchez qui sont en bio, vous pouvez demander vous pouvez acheter des animaux non bio, mais là encore, il faut solliciter une dérogation pour pouvoir le faire. Cette plateforme, elle existe depuis peu, hein, puisque c'est le dernier cahier des charges de 2022 qui l'a obligé, donc qui l'a mise en place. Et du coup, il va falloir un peu de temps aussi pour que tout soit bien calé, quoi. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous achetez des animaux non bio, il faut la consulter. Vous l'aurez compris, ce cahier des charges, il n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il est en constante évolution, parfois plus contraignant et parfois assoupli. Donc, c'est lié aux conjonctures européennes. Et du coup, on est parfois amené, la profession, à donner notre avis sur des contraintes supérieures ou plus souples, justement. Donc, c'est quand même possible de donner son avis en tant qu'agriculteur bio. On est consulté pour pouvoir donner un avis professionnel à l'INAO. Ah, attendez, voilà. Tu prends la main ou j'y vais? Où tu veux. Ouais, ben, donc là, on a un peu terminé de vous brosser les grandes lignes du cahier des charges, culture végétale et culture animale. Et donc, dans la majorité des cas, si j'ai bien compris, vous êtes sur des installations à venir ou en cours. Vous allez donc
récupérer du foncier qui sera soit possiblement en conversion, soit en réduction de conversion. Les premières démarches à effectuer, c'est de choisir un organisme qui va vous contrôler, donc qui va vérifier que vous êtes bien dans les clous de tout ce qu'on vient de dire auparavant, et de façon à pouvoir démarrer une certification de la ferme. Ce coût de contrôle est en moyenne de 500-600 euros par an. Et c'est la convention de vie que vous signez avec cet organisme de contrôle, qu'on appelle aussi un OC pour, dans le jargon agricole, qui va démarrer le début de la conversion. Donc, à la fin de cette convention, l'organisme de contrôle vous demande quelle est la date de conversion souhaitée. Donc, c'est la date que vous aurez choisie, bien sûr, mais à partir de cette date, vous devrez respecter à 100% le cahier des charges agriculture biologique. C'est donc brutal, ce n'est pas progressif, quoi. La deuxième démarche administrative à faire en même temps, en parallèle, c'est de s'enregistrer sur le site de l'Agence Bio via l'onglet Notification, donc notification en ligne sur le site de l'Agence Bio. Pourquoi? Puisque c'est l'Agence Bio qui gère l'annuaire professionnel des acteurs de l'agriculture biologique certifiés. Et du coup, c'est un outil que vous pouvez consulter librement en ligne, que ce soit pour regarder qui sont, quelles fermes sont en bio autour de chez vous, ou bien connaître les magasins bio dans votre secteur, etc. Donc, c'est à la fois une démarche obligatoire, mais qui peut aussi vous rendre service puisque ça vous donne une photographie actualisée de tous les acteurs de la bio en ligne gratuitement. Et l'agence bio fait le lien avec le certificateur et permet une mise en ligne des certificats bio également. Donc consultable par tout un chacun. Tout à l'heure, on a parlé des dérogations qui peuvent être nécessaires dans un cas ou dans un autre. Du coup, vous les retrouvez sur le site de l'INAO et c'est les codes Agence Bio qui servent, les mêmes codes qui servent à faire vos dérogations. Donc, deux démarches administratives obligatoires qui peuvent être menées la même journée, hein, c'est assez rapide. Vous demandez un devis, vous faites votre choix et vous vous enregistrez auprès de l'agence bio. Euh, l'agence bio, ça prend 5 à 10 minutes. C'est un formulaire identitaire avec les grandes lignes de votre ferme, les circuits de distribution prévus, les productions prévues, etc. C'est assez facile à remplir, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie réglementaire qui n'est pas des moindres? Ou des éléments dont on n'aurait pas parlé et qui vous posent question pour votre propre cas personnel? Apparemment, ça marche. Ah, Alice, vas-y, parle. Tu peux nous poser ta question. Merci. Moi, j'ai pas tout à fait compris l'histoire de la mixité. Je pensais dans mon cas particulier, par exemple, je lance la conversion là, de ma parcelle et d'ici 2 ans, elle est en bio. Et si j'ai la possibilité de m'agrandir à ce moment-là, j'ai pas bien compris exactement euh, ce qui pose problème et dans quel cas particulier, etc. Donc, si par exemple, je fais du maraîchage sur ma parcelle et que quand je m'agrandis, je décide de faire un couvert végétal sur la nouvelle parcelle, mais que c'est au même endroit quasiment, enfin, que c'est juste voisin, euh, voilà, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui pose pas de problème, c'est quoi les lignes? La parcelle Ah, que vous allez reprendre, vous allez la convertir aussi en bio? Oui, Donc, il n'y a pas de problème. il faut Parce juste prévenir l'organisme de contrôle. En fait, donc, normalement, la diapo d'après, si mes souvenirs sont bons, on a mis la liste, voilà,
des 11 organismes certificateurs qui existent en France et qui sont agréés. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui est présent avec nous dans le webinaire. C'est Et Julia. c'est Julia de Calisud. Et du coup, cet organisme que vous aurez choisi via les conventions de vie que vous allez demander avant votre engagement, vous allez faire, en gros, vous allez demander un ou plusieurs devis aux organismes que vous visez et vous allez faire votre choix. Hop, vous vous engagez avec un organisme de contrôle. Eh bien, cet organisme va vous certifier chaque année. Du coup, il faut que vous le teniez au courant des grands changements qui arrivent sur vos fermes. Un agrandissement, par exemple, dans ton cas, Alice, tu le préviens à l'avance, soit ton contrôleur au moment du contrôle, soit tu préviens le siège de l'organisme de contrôle en disant je vais m'agrandir à telle date, je récupère tant d'hectares, j'ai prévu telle culture dessus. Et eux, ils savent qu'à partir de telle date, il y a tant d'hectares en plus qui sont en C1 sur ta ferme, alors que le reste est en maraîchage bio. Et Voilà, comme le c'est cahier des charges est respecté sur la totalité de la surface, du coup, il n'y a pas de mixité en tant que telle, en fait. C'est une surface de plus qui est en conversion. c'est juste que les parcelles sont à des stades différents de l'engagement en bio. Mais toute la ferme est dans le même cahier des charges et doit respecter les mêmes règles. Et donc, il n'y a aucun souci pour dire que la ferme est 100% engagée en agriculture biologique. Donc, c'est juste ne Ouais. pas oublier de prévenir son partenaire organisme certificateur, quoi. Sinon, la parcelle va être considérée comme étant conventionnelle par défaut, puisqu'elle n'a pas été prévue dans le plan de contrôle. Donc, ce serait dommage pour toi, Alice, si demain, c'est plus un couvert, mais que tu y mets des légumes et que tu as oublié de le spécifier à l'organisme de contrôle et qu'il n'est pas encore repassé pour sa visite annuelle, euh, et ben, les produits qui auront été produits dans ce laps de temps ne seront pas bio. Donc, c'est pour éviter ce genre d'erreur, quoi. Donc, on prévient l'organisme de contrôle avant tout changement sur la ferme par défaut, quoi. Ça permet aussi de se rassurer, de voir si c'est OK par rapport au cahier des charges. Ok, super, merci pour la réponse. Carte au bio. Sauf si, oui, on avance, oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, levez la main, on arrêtera. Cartobio, c'est un logiciel en fait qui permet de voir toutes les parcelles qui sont en bio sur un territoire donné. Donc, le parcellaire bio est transféré sur Cartobio et vous pouvez, c'est développé par l'agence bio. Et l'idée, c'est que les organismes certificateurs et puis tout un chacun en fait puissent voir les parcelles qui sont en bio autour de chez eux. Ça facilite les démarches des agriculteurs et puis des organismes des OC, les organismes certificateurs. Et c'est une carte interactive, donc vous pouvez vous connecter sur Cartobio et voir les parcelles qui ont été déclarées en bio à la dernière déclaration PAC. On va en Alors, parler de la PAC. il y a deux façons d'utiliser Cartobio. Soit, comme le dit Céline, vous faites une déclaration PAC pour demander des aides chaque année. Et quand vous saisissez votre assolement dans la PAC, j'ai 1 hectare de maraîchage, j'ai 5000 m² de plantes aromatiques, et que vous signez votre déclaration en cochant le transfert direct dans Cartobio, eh bien, vous n'avez rien à faire. Les dessins que vous avez faits dans votre pack vont être envoyés directement dans Cartobio. Et l'organisme de contrôle qui viendra vous contrôler cette année va aussi voir ces parcelles dans Cartobio.
Par contre, si vous ne faites pas de déclaration PAC, ce qui peut arriver pour les producteurs de plantes aromatiques, parce que souvent c'est des toutes petites surfaces qui n'ont pas, qui ne génèrent pas assez d'aide pour demander un dossier PAC, eh bien, ce sera à vous d'aller dessiner manuellement vos parcelles dans le Cartobio. Donc, toujours avec vos codes, vos identifiants agence bio. Donc, il y a 2 interfaces dans le Cartobio. Une interface agriculteur professionnel qui nécessite des identifiants, donc les mêmes que ceux de l'agence bio quand vous avez fait vos 2 démarches obligatoires, et une interface publique qui permet de consulter les parcelles en bio, et là qui est libre, sans identifiant. On ouvre le site et on tape, par exemple, qui est en bio sur La Rochelle, et on a la photo satellite de La Rochelle avec en vert fluo toutes les parcelles bio sur La Rochelle. Voilà. On va passer aux aides qui sont spécifiques à l'agriculture biologique ou qui sont, enfin, qui sont parfois ouverts aussi aux autres, hein, mais qui sont spécifiquement qui ont des avantages pour l'agriculture biologique. Il y a la PAC, on va parler des éco-régimes, des PCAE, de la DNJA, de la TFNB, on vous dira ce que c'est, et le crédit d'impôt. L'éco-régime, d'abord. Alors, comme le disait Karine, en fait, l'éco-régime, c'est solliciter de la déclaration PAC, donc il nécessite un numéro de package et un site PAC, voilà, Télépac. L'éco-régime, c'est une aide du premier pilier qui nécessite d'avoir un DPB pour pouvoir solliciter l'éco-régime sur la totalité de la surface. Elle est d'un montant de 110 € par hectare pour les fermes qui sont à 100% bio. Si vous avez une partie en conventionnel, ça ne marche pas. Et il ne faut pas engager toute sa surface en aide à la conversion. Bon, il n'y a plus de MAB, mais l'aide à la conversion, c'est la CAB, conversion à l'agriculture biologique. Donc, si, par exemple, vous avez 50 hectares de surface en culture, il vaut mieux en engager 49 en aide à la conversion et garder 1 hectare pour pouvoir solliciter l'éco-régime sur toute la surface. L'aide à la conversion, donc la CAB, là, ce qu'on fait en dernier, je vais passer par là d'abord. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Ce sont des aides à la conversion sur 5 ans. C'est le deuxième pilier de la PAC. Elles sont plafonnées donc à 18 000 € par exploitation et par an, et 22 000 € si vous êtes nouvelle installée, avec ou sans la DGA. Cette aide à la conversion, il y a souvent une confusion entre cette aide à la conversion qui est sur 5 ans et la conversion dont on a parlé tout à l'heure, qui est de 2 ou 3 ans. Ça, c'est un engagement pour une aide. L'autre, c'est une conversion au bout de 2 ou 3 ans, selon si c'est des cultures annuelles ou pérennes. Après, on peut vendre en bio, mais ça n'empêche pas que l'aide à la conversion, elle est bien sur 5 ans. Et puis, on a aussi des aides aux veaux bio qui est une aide couplée. Si vous avez des veaux qui sont nés dans le circuit bio sur les tickets de pesée de l'année précédente, quoi. C'est un peu compliqué cette histoire de CAB, mais ça vaut parfois le coup de la solliciter, même pour des petites structures. On fera l'exemple d'un maraîcher tout à l'heure. Et c'est là que tout à l'heure, on vous disait, attention, est-ce que c'est intéressant de passer directement en bio si vous êtes, alors je vais prendre en arboriculture par exemple, si vous êtes en arboriculture et que vous reprenez une parcelle où vous dites on peut la convertir directement en bio, mais qu'elle n'est pas encore plantée par exemple, les arbres, ils vont pas produire tout de suite. Donc, si vous vous lancez, si elle est directement convertie bio par l'organisme certificateur et que du coup, vous pouvez vendre directement en bio, mais en fait, elle ne pourrait pas demander de l'aide à la conversion puisque du coup, elle sera déjà bio. Donc, ça vaut le coup de se poser la question avant de demander la certification bio directement, la dérogation.
Surtout, et puis une autre spécificité, on parlait tout à l'heure, Alice, de la parcelle que tu allais reprendre, qui peut-être dans un premier temps ne sera pas en maraîchage, mais dans un deuxième temps, oui. Peut-être qu'il est intéressant d'attendre la deuxième année pour demander l'aide à la conversion, pour demander l'aide spécifique maraîchage, qui est plus importante que celle de la culture légumineuse, puisque le plafond maximum de l'aide à la conversion sera fixé par l'aide de la première année. Le message que je vais vous faire passer ici, c'est avant de demander la certification bio directement, il faut peut-être se poser des questions sur la partie économique pour essayer d'optimiser les aides. Alors, la PAC, c'est quand même un gros morceau. Vous avez compris, c'est un jargon particulier, premier pilier, deuxième pilier, CAM, MAB, plein de sigles, c'est des cahiers des charges spécifiques sur chaque aide. Du coup, pour la première fois où vous faites une déclaration PAC, faites-vous accompagner parce que vous pouvez passer à côté d'aides très importantes euh, en minimisant un détail, quoi. Donc, au moins la première fois, faites une formation avec des gens ou demandez un rendez-vous avec un conseiller. Mais c'est vrai que c'est très très complexe. Retenez ce matin que dans la PAC, il y a au moins deux aides bio intéressantes, l'éco-régime, comme l'a dit Céline, et l'aide à la conversion. Et quand vous serez rendu là, rappelez le conseiller de votre département pour vous faire aider correctement, quoi. Et un truc important a dit Céline, ce que vous pouvez anticiper, c'est déjà faire une simulation avec un conseiller, savoir si ça vaut le coup de faire une déclaration PAC dans le cas de votre assolement ou pas. Parce que si ça vaut pas le coup, c'est même pas la peine d'aller demander un identifiant et un numéro package comme l'a spécifié Céline. On vous a mis ici les aides à la conversion. Donc, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein, c'est qu'elles sont sur 5 ans. Selon le couvert, en fait, l'aide à la conversion est différente. Si on commence par le bas, le maraîchage, c'est 900 € par hectare et par an. Et les Euh, PAM, et les maraîchage, PAM, pardon, oui. arbo et Mm, PAM. Ouais. Donc quasiment vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes dans cette catégorie. Ouais. voilà. Les cultures annuelles, vous voyez, c'est 350 €. C'est pour ça que Alice, je disais, il faut peut-être se poser la question de comment elle est déclarée, si elle est déclarée, bien sûr, à la PAC. Parce qu'on verra après, effectivement, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Et si c'est des prairies, c'est associé à un élevage, c'est-à-dire qu'il faut des animaux pour pouvoir solliciter l'aide à la conversion des prairies, qui est de 130 € par hectare et par an. Si c'est un chargement qui est très faible, hein, qui est de 0,2 UGB par hectare de surface engagée dans cette catégorie. Mais n'empêche qu'il faut des animaux, quoi. S'il n'y a pas d'animaux, on n'a pas d'aide sur les prairies. La vigne, c'est 350 €. Et les légumineuses qui sont associées à au moins 50% des légumineuses à la plantation, encore avec un élevage, c'est 350 €. Bon, ça, voilà, ça permet de faire des calculs et d'essayer de voir quelle est la solution la plus favorable pour vous, quoi. En tout cas, Il y a certes- vous Vas-y. l'aurez compris que même s'il y a un plafond à 18 000 par an pendant 5 ans, plus on a d'hectares, plus on a d'aide. Donc, si on n'a que entre 1 et 5 hectares, forcément, ça limite l'affaire, quoi. Il y a certains couverts hein, qui ne sont pas aidés en conversion. Il y a les truffes, la spiruline, les champignons, le polonia, le miscanthus. Bon, voilà. Comme quoi tout n'a pas encore d'aide à la conversion. Tu prends Alors, là. dans vos projets d'installation et ou dans la continuité de votre ferme bio, vous pouvez être amené à faire des investissements. Et sachez que la région Nouvelle-Aquitaine a déployé une boîte à outils d'aide aux investissements qui est quand même assez conséquente, notamment pour tout ce qui est maraîchage et culture spécialisée, pour tout ce qui est transfo et vente à la ferme,
pour tout ce qui est investissement dans du matériel de désherbage mécanique, pour tout ce qui est modernisation ou construction des bâtiments d'élevage et tout ce qui est associé, c'est-à-dire les clôtures, l'abreuvement du troupeau, etc. Et tout ce qui est protection contre les aléas climatiques. Dans ces subventions proposées par la région Nouvelle-Aquitaine, le fait d'avoir une ferme engagée en agriculture biologique est un critère de priorité pour la sélection du dossier. Et dans certaines aides, il y a une majoration de 5 ou 10% pour les dossiers bio. En plus d'être prioritaire, il y a plus d'aides. Voilà. Alors retenez quand même de ces dispositifs que il faut d'abord demander l'aide avant de faire les investissements et qu'il faut pouvoir avancer l'argent, bien sûr, puisque vous serez remboursé que sur facture acquittée. Donc anticipation et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que comme les impôts ou la PAC, c'est des périodes d'ouverture pour demander l'aide. Qui sont rarement plus longs que 2 mois. Donc, il faut quand même se renseigner à l'avance, anticiper, avoir tous les devis sous le coude pour préparer son dossier et pas perdre trop de temps. Donc, pour monter un dossier, il faut bien sûr les devis non signés, que ce soit pour des travaux ou des achats, et attestation MSA, etc. Cabis de la société, statut, il y a un certain nombre de justificatifs à compiler pour monter le dossier. Mais c'est des dossiers qui sont relativement simples à faire. Il ne faut pas que vous disiez, ouh là là, ça a l'air compliqué, je n'y vais pas. Au contraire, c'est des aides qui ont été imaginées spécialement pour vos projets, quoi. Donc, penchez-vous dessus, quoi. Sur le site, vous trouverez ceux qui sont actuellement ouverts, mais il faut surveiller parce que sur l'année, comme l'a dit Karine, en fait, ils sont pas ouverts très longtemps. Donc, s'ils sont clôturés sur cette année, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas rouvrir quelques mois après, quoi. Donc, il faut être en veille sur ces aides. Et dans les autres départements, il existe probablement des aides un peu similaires ou qui ressemblent à ça. Donc, je pense qu'il faut, si vous n'êtes pas de la région Nouvelle-Aquitaine, il faut se renseigner sur la région dont où vous êtes, quoi. La DNGA? Je le fais ou tu le fais? Non, vas-y, je te laisse. Ok. Donc, que vous soyez jeune ou moins jeune maintenant, depuis 2023, la région a aussi un package d'aide à l'installation. Dans ce package, il y a une aide de base, il y a une majoration pour le fait d'être hors cadre familial et il y a une majoration si vous êtes sur un projet bio. Et par contre, cette majoration, elle peut prendre 2 montants différents. Soit vous êtes dans le cas d'une ferme de plus d'1 hectare, mais de moins de 5 hectares, 100% bio, et la majoration est de 4 000 euros. Soit vous êtes dans le cas d'une ferme de plus de 5 hectares, 100% bio. Soit vous reprenez une ferme, soit vous la créez, mais elle a plus de 5 hectares et elle sera 100% bio dès le début. Et vous avez une majoration de 10 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, la DNJA, en moyenne, toute majoration confondue, elle est autour de 27 000 euros par projet. Donc ça aussi, c'est une aide importante pour les porteurs de projets et ou les créations reprises de fermes. Voilà. La TFNB, c'est la taxe foncière non bâtie. Donc, c'est une taxe qui vient sur le foncier que vous aurez soit en propriété ou en location. Cette taxe peut être exonérée sur une durée de 5 ans. Pour qu'elle soit exonérée, il faut que
la commune se soit positionnée sur l'exonération de cette taxe. C'est possible depuis 2009. Vous ne le saurez que si vous allez voir votre commune ou votre PCI. Vous pouvez aussi les inciter à voter dans leur budget cette exonération de taxes. Euh, et puis du coup, ça se répercute sur votre coût de foncier, quoi. Et si vous êtes locataire, ça peut être le propriétaire Mm. qui demande à votre place et du coup qui le répercute sur le fermage. Lui, il est exonéré et du coup, il vous fait payer moins cher le fermage. Mais ça tombe pas tout seul, comme dit Céline, faut aller mobiliser sa commune. En tout cas, c'est inscrit dans la loi de finances. Ouais, ce qui est inscrit dans la loi de finances, c'est le crédit d'impôt aussi. Donc là, c'est pareil. Le crédit d'impôt, c'est un crédit. Donc, ça veut dire que même si vous ne payez pas d'impôt, vous pouvez avoir ce crédit d'impôt. Euh, Ça fait partie des aides de minimis. Alors, encore un mot un peu barbare. Ces aides de minimis, elles arrivent de plusieurs sources et le crédit d'impôt en fait partie, sachant qu'on ne peut pas dépasser un plafond de 50 000 euros de moyenne sur les 3 derniers exercices. Non, pas de moyenne, un montant de 50 000 euros sur les 3 derniers exercices fiscaux. Ce Euh, qui est rare, hein, de, ouais. de, de cumuler autant d'aides de minimis. Il était de 20 000 euros il n'y a pas très longtemps, il a été monté à 50 000. Donc, effectivement, comme dit Karine, c'est rarement un plafond rarement atteint, en fait. Cette demande, elle se fait sur sur la déclaration d'impôt qu'on fait au printemps. Alors, elle se fait sur le crédit d'impôt de 2020 que vous sollicitez en 2025 va se faire sur les revenus de 2024. Ça marche comme la déclaration de revenus. Pour pouvoir avoir ce crédit d'impôt, la règle, c'est qu'il faut avoir au moins 40% de ses recettes qui sont issues d'une activité agricole biologique. Donc, si vous êtes 100% bio, vous correspondrez à cette définition. Son montant de crédit d'impôt, c'est maximum 4 500. Si vous êtes en société, c'est réparti selon les associés, puisque l'impôt est personnel et non pas au titre de la société. Ce crédit d'impôt, là, il a été revu, là, en loi de finances, il s'est passé, donc il est prorogé jusqu'en 2027. Donc, ça veut dire que il pourra se demander en 2027 sur les revenus de 2027 et 2028. On ne peut pas cumuler les aides à la conversion dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre de la PAC et le crédit d'impôt au-delà de 5 000 euros. Ça veut dire que si vous touchez 500 euros, par exemple, d'aide CAB, vous toucherez vos 4 500 euros de crédit d'impôt, mais si vous touchez plus que 500 euros, ce sera déduit du crédit d'impôt. On a possibilité de demander la transparence GAEC dans la limite de 4 associés. Ça, c'est un, un crédit d'impôt qui a été aussi beaucoup défendu par la FNAB et on entend aujourd'hui que peut-être le plafond va bouger. Donc, Oh, on apprend. c'est un travail de la FNAB, ça. On a écrit une résolution qui a été proposée à l'Assemblée nationale et qui doit passer maintenant au Sénat pour augmenter ce crédit d'impôt bio à 6 000 euros par ferme par an. Donc, on croise les doigts pour vu Oui. que l'aide au maintien s'est arrêtée l'année dernière dans la PAC, la FNAB s'est battue donc pour augmenter le crédit d'impôt de façon à ce que les aides bio des producteurs bio français ne soient pas en baisse significative, quoi. Voilà. Donc on croise les doigts. Il y Pour que les a... sénateurs fassent le bon Ouais, choix. tout à fait. Mais à minima, c'est 4 500 qui ont été prolongés dans cette même proposition de renouvellement de la loi de finances. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup de demander
les aides par le biais de la PAC, puisqu'il faut regarder par rapport à ce crédit d'impôt le différentiel que vous avez, si c'est intéressant de faire le dossier PAC, qui est, comme l'a dit Karine tout à l'heure, très complexe. Moi, j'appellerais ça plutôt une usine à gaz, mais il faut vraiment se poser la question, quoi. Un petit exemple? Un petit exemple. Allez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de maraîchers parmi vous, mais c'est l'exemple qui nous paraissait le plus significatif pour les porteurs de projets, d'autant plus que la PAC, c'est des plans de 5 ans. Et la PAC dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le plan 2023-2027. Et depuis 2023, il y a des nouvelles aides qui n'existaient pas auparavant dans la PAC, qui sont pas spécifiques bio. C'est notamment l'aide au petit maraîchage. Donc jusqu'à présent, les maraîchers faisaient pas forcément de déclaration PAC, ni les planteurs aromatiques d'ailleurs. Mais depuis ces nouvelles aides, on vous invite quand même à revoir cette position, puisque la PAC peut être quand même significative euh, sur ce genre de petites fermes. Donc, on a imaginé un cas précis. Je suis maraîcher biodiversifié, je suis JA, jeune agriculteur, donc j'ai moins de 40 ans et un diplôme agricole de niveau 4. Et j'ai 2 hectares de surface, mais je cultive en maraîchage 1 hectare sur ces 2 hectares de surface. Eh bien, dans la PAC, qui est quand même un gâteau d'aide, hein, comme l'a spécifié tout à l'heure Céline, des aides qui se superposent les unes aux autres, notamment. Dans ce cas précis, le maraîcher peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 aides différentes dans son dossier PAC par an. Le droit à paiement de base, qui dans son cas sera de 250 euros. Le paiement redistributif, une centaine d'euros. L'éco-régime bio, dont Céline a parlé tout à l'heure, qui s'applique sur les 2 hectares, comme on a dit qu'il était de 110 euros de l'hectare, ça fait 220. L'aide complémentaire aux revenus pour les JA, qui est de environ 4 500 euros actuellement, mais qui, je viens de l'apprendre, passe à 5 300 euros en 2026. Donc, elle augmente. C'est une bonne nouvelle. Donc, rien que pour cette aide, si vous êtes planteur aromatique, que vous avez à peine 5000 m², mais que vous êtes JA, rien que pour cette aide, il faudrait presque faire une déclaration PAC, quoi, puisque ça vaut le coup d'aller chercher 5000 euros par an pendant 5 ans. Et pour les maraîchers, donc je le redis, il y a une aide couplée au petit maraîchage qui est de 1588 euros de l'hectare. Or là, dans l'exemple, le maraîcher cultive 1 hectare, donc il le touche plein pot. Et on apprend aussi qu'il est en conversion, donc sur son hectare de maraîchage à 900 euros de l'hectare, comme l'avait dit Céline tout à l'heure dans le tableau des aides CAB. Le maraîchage, c'est 900 euros de l'hectare. Du coup, si on cumule l'ensemble de ces aides, on arrive à 7 500 euros par an sur 2 hectares, dont 1 120 euros d'aide bio. Et en plus, il va pouvoir demander le crédit d'impôt bio, puisque en aide bio, CAB, il n'a que 900 euros. Donc, on va faire le calcul qu'a déroulé Céline tout à l'heure, 5 000 moins les 900 euros de CAB, et le reste, 4 100 euros, il va pouvoir le demander dans sa déclaration de revenus en crédit d'impôt. Il est une aide spécifique bio là. Donc, en tout, par an, pour la même campagne agricole, un petit maraîcher sur 2 hectares qui cultive 1 hectare de maraîchage peut toucher plus de 11 000 euros d'aide. Voilà. Il ne Donc, faut pas c'est dépasser quand même... 3 hectares 20. Au-delà de 3 hectares 20, ça ne marche pas. Mais en là, tout on cas, est parfaitement dans les clous, quoi. En tout cas, ça voilà, vaut le coup de se poser la question, ouais. c'est ça. C'est important. Avant beaucoup de fermes comme les vôtres ne demandaient pas la Mm. PAC.
Maintenant, il faut quand même se poser la question, sachant que la déclaration PAC pour un maraîcher qui a 1 ou 2 parcelles ou un planteur aromatique qui a 1 ou 2 parcelles, ça prend 1/4 d'heure, 20 minutes à faire, hein. Alors la première, ce sera un peu plus compliqué, comme on l'a dit, vaut mieux se faire accompagner, mais une fois qu'on l'a fait une fois avec quelqu'un, après c'est de la routine, ça prend 1/4 d'heure. Donc pour 1/4 d'heure, toucher 11 000 €, je pense que ça vaut le coup. On vous a remis les sites dont on a parlé tout au long de ce webinaire, notamment celui de l'INAO, où vous trouverez tous les textes réglementaires, donc le règlement européen, le guide de lecture qui interprète les règlements européens, et puis le guide de lecture qui bouge, hein, comme l'a dit Karine tout à l'heure, en fait, qui bouge au fil de l'eau, il est mis à jour et modifié un peu de temps en temps. Le site de l'agence bio, où on trouve tous les producteurs qui sont en bio, là où vous ferez votre inscription juste au moment de la certification, où on retrouve aussi tous les chiffres statistiques de l'AB. Tous les graphiques qu'on a mis au début de ce webinaire viennent de l'agence bio. Voilà, ça va devenir vos 2 numéros favoris. On en a fini avec ce webinaire, mais on attend vos questions. Donc si vous voulez prendre la parole maintenant, N'hésitez n'hésitez pas. pas. Moi, j'ai une Julia, question. oui. Alors, c'est quoi votre prénom? Moi, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Alors, je suis Laura Blanc. Je voulais savoir, s'il vous plaît, le nom de la plateforme qui permet de retrouver tous les animaux qui sont vendus en bio. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Animauxbiologiques.org. Ok, merci beaucoup. Et tout à l'heure, j'avais une autre question. Si vous voulez, on vous envoie le diaporama à la suite du super. webinaire et les liens sont cliquables. Ok, ah bah super. Comme ça, Et vous cliquez dessus et vous allez directement sur le site. j'avais une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, mais tout à l'heure, vous disiez que les demandes de dérogation pour les durées de conversion pour le passage en bio sont devenues payantes, mais est-ce que les demandes de dérogation pour si on veut acheter un animal ou une plante non disponible en bio sont devenues payantes aussi sur le site de Oui. l'INAO, ou est-ce que ça reste gratuit? Oui, a priori, toutes les dérogations deviennent payantes à 30 € la dérogation à partir du 1er janvier. Pour l'instant, c'est l'info qu'on a. Je vois que Julia souhaite préciser Oui, cette info. il y en a certaines qui ne sont pas payantes, mais très peu. C'est Et- ça. Et quand Pardon. on dit 30 €, en fait, c'est aussi à la dérogation. C'est-à-dire qu'elle peut être refusée ou acceptée. Déjà, il n'y a pas de... Et pour une dérogation, c'est 30 €. On ne paye pas à chaque fois qu'on précise les choses. Mais peut-être, voilà, Julia... Oui, normalement, la dérogation pour demander du coup l'acquisition de semences ou plants non bio, non traités ou alors C2 seront non payantes puisqu'elles sont gérées sur le site de SEMAE. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les dérogations écornage ne seront pas payantes aussi. Oui, écornage, c'est pas payant. Et tout ce qui est catastrophe Voilà. naturelle n'est pas payant non plus. Mais chaque mise à jour de dossier ne sera pas payante, mais à partir du moment où la dérogation, où il y aura eu un statut INAO sur la demande de dérogation et que la demande est renouvelée, là, ça deviendra payant. Ok, merci pour toutes ces précisions. Laura, vous êtes en quelle production? Poule pondeuse en Dordogne. Ok. Et sur donc on n'a pas été dans le détail des volailles hein, sur le cahier des charges, mais vous aviez d'autres questions? Non, je l'ai bien en tête, merci. Parfait. Laureline, on vous écoute. Oui, moi j'ai des questions par rapport aux aides et au fait d'avoir ou non un diplôme agricole. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'était pas
particulièrement prévu, mais du coup, je cogite à mesure que je vous entends. Alors, voilà. Laureline, vous avez plus ou moins de 40 ans? Plus. Oui, donc ne vous posez pas trop la question, puisqu'il faut cumuler les deux conditions. Donc, Ok. même si l'une est D'accord. rattrapable, l'autre ne l'est pas. A Désolée. priori, non. Donc, oui, pour avoir l'aide au revenu JA, pour avoir la modulation jeune agriculteur bio de la DJA, il faut cumuler ces deux conditions, avoir moins de 40 ans et un diplôme agricole de niveau 4 ou équivalent. Mais du coup, vous ne serez pas éligible de par votre âge, déjà. D'accord. Désolée. Non, mais c'est pas grave, ça simplifie les choses. Ça enlève une question. Ça ne veut Oui, pas dire exactement. qu'il faudra pas faire de déclaration PAC, hein. Il faut regarder les Oui, autres aides quand même. oui, oui, oui. Très bien. Ouais, merci. Julia, est-ce que vous voulez dire un mot sur les audits? Comment ça se passe ou... Oui, je peux. Donc, de manière générale, je peux commencer par les fréquences de contrôle, si vous voulez. Et, bon, voilà, il faut savoir que nous, les organismes certificateurs, nous sommes sous tutelle de l'INAO. Donc, on a tous quel que soit l'organisme que vous choisirez, on a les mêmes règles de contrôle à respecter, un plan de contrôle commun. Et les fréquences de contrôle donc, font partie de nos obligations, des circulaires qui dictent comment est-ce que notre plan de contrôle bio doit être régulé. Un opérateur qui est producteur, donc un agriculteur sur une ferme, est soumis à un contrôle annuel et 50% seront soumis à un sondage. Un sondage, c'est un contrôle sur quelques points de contrôle en fait du plan de contrôle. Donc une durée de contrôle beaucoup plus restreinte et sur des points spécifiques qui pourront être ciblés. Ensuite, en contrôle, on a la problématique des prélèvements. On est aussi dans l'obligation de faire des prélèvements sur les fermes. C'est un certain pourcentage, 5% en fait, des opérateurs qui sont engagés en bio qui doivent être soumis à du prélèvement. Voilà. Et donc les productions les plus à risque seront normalement ciblées par des prélèvements. Ça peut être en production végétale un champ qui est dans une zone potentiellement contaminée par des contaminations environnementales ou autres. Et en production animale, on peut avoir des prélèvements de produits comme les œufs, le lait, etc. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Est-ce que ça engendre des questions chez... Les prélèvements, c'est donc des analyses de sol, analyse de plantes. C'est ça. On peut prélever tout type de production, hein, donc du produit brut au produit transformé, donc du sol, de la feuille de vigne, ou alors un épi de maïs, ou alors des tomates, etc., jusqu'à des produits transformés. Donc on est sur la confiserie, des confitures, du vin, etc. On analyse essentiellement des résidus de pesticides. On peut également analyser et faire des recherches OGM, rayonnement ionisant, résidus vétérinaires pour les sous-produits animaux, ou même des recherches additifs interdits en bio ou sous restriction, par exemple pour les produits issus de la charcuterie, quoi. Merci. Moi, je me Bruno, une demande, question peut-être? Non, non, pardon. Là, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Je suis désolée. Qui parlait? j'avais pas levé la main, j'avais pas vu que Bruno avait peut-être levé la main. Du coup, je vais laisser Bruno parler. Oui, alors effectivement, je reviens sur une question au niveau de l'aide ACGA là, que vous avez parlé c'est directement lié à la PAC, c'est ça, la déclaration de la PAC?
Oui, c'est une Parce- aide du premier pilier PAC. Oui, c'est Donc, ça. premier pilier, c'est toutes les aides aux revenus. Deuxième pilier, c'est toutes les aides environnementales. D'accord. Mais du coup, parce que vous disiez à réfléchir si ça vaut l'intérêt par rapport au bio ou par rapport à la conversion, mais là, ça n'a pas de lien forcément. En Non, soi, là, on par peut être en exemple, bio ou en conversion bio, mais on peut faire quand même la demande. alors vous, Bruno, est-ce que vous avez plus de 40 ans ou pas? Non, moi, j'ai moins de 40 ans et j'ai le Et diplôme. parfait. Donc, cette condition, vous allez avoir un statut MSA prochainement, ou vous l'avez? Je ne l'ai pas encore, oui, mais c'est prévu. Enfin, c'est prévu, oui. En tout cas, les périodes de déclaration PAC sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre. C'est du Oui, 1er avril au 15 mai. oui, Donc, je d'accord. vous invite à demander à la DDT de votre département un numéro package et un code télépack Ok. en amont du 1er avril de l'année où vous aurez vos surfaces. Mhm. Et vous pourrez faire une première déclaration PAC en demandant euh, les aides prévues dans la PAC et auxquelles vous êtes éligible, dont cette fameuse D'accord. ACJA, qu'il faut surtout pas oublier de demander puisque c'est l'année de la première PAC qu'il faut la Mhm. solliciter. D'accord. Et ensuite, vous y avez droit pendant Pendant 5 ans 5 ans. Oui, d'affilée, d'accord. même si vous basculez dans la partie obscure, dans à 41 ans, dans les 5 ans, Oui, ok. Oui, vous eh avez bien, droit de moi, c'est vous avant. y avez quand même droit pendant Ok, 5 ans d'affilée. d'accord, ok. Donc en fait, c'est un peu comme une base, et on peut coupler du coup avec le crédit bio. Oui, tout à fait, c'est cumulable. D'accord. Ah oui, je savais pas. Ok, ok, d'accord. Ben, super. C'est intéressant, une bonne Vous avez nouvelle. bien fait de venir. Mais oui, c'est sûr. Parce que ça, on n'en parle pas. Enfin, je sais que j'avais, voilà, le crédit bio, les trucs, ça, on l'avait abordé tout ça, mais ce truc-là, non. Donc, ouais, ok. Et du coup, si on est en GAEC, c'est pareil, chacun peut le demander aussi. C'est comme le crédit bio ou non? Alors, en GAEC, il y a transparence. Donc, normalement, s'il y a deux C'est personnes pareil ici, éligibles les à la conditions, DJ, ouais. ouais, à la DJA, les deux personnes peuvent la percevoir. Par contre, sur une EARL, c'est une seule ACJA possible, euh, Oui, ok, oui, parce qu'il n'y a qu'une, oui, je comprends. même s'il y a deux JA, hein. Oui, ok, oui, oui, il faut être vraiment en GAEC ou en société où il y a vraiment deux associés, quoi. En fait, le GAEC permet la transparence, ce Mhm. que ne permettent pas les autres structures. Oui, Ouais. ok, d'accord. La transparence, c'est-à-dire la multiplication Oui, des aides Par le par nombre le nombre d'associés. par le nombre d'associés. d'associés, oui, ok. Ok, bon, mais top, merci. Alice, du coup? J'étais partie sur une question un peu spécifique, je pense, mais là, je suis en train de me dire, vous avez un tableau récapitulatif de tout ça? Parce que je suis pas sûre de retenir. Non, mais on peut envoyer le diaporama, donc peut-être ce sera bien. Si vous avez aussi après des questions un peu plus personnalisées par rapport à votre projet, on peut aussi faire un diagnostic en amont de la conversion, par exemple. Ou un calcul une Ouais. simulation PAC. C'est des choses qu'on fait au GAB, par exemple, ou à la Chambre, d'estimer vos aides PAC à partir de votre assolement prévisionnel. Ok, bah du coup, on fera plutôt ça. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci Alice. Merci. Donc on vous envoie le diaporama. Hum, Et puis ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore ce webinaire. Euh, Ce que vous avez compris, je pense que le message qui est important à retenir, c'est qu'il faut ne pas lésiner sur la prise d'information avant de se convertir en bio, que ce soit la chambre ou le réseau bio par le GAP 17 ou
Donc, tout ce qui est Bio Nouvelle-Aquitaine, on peut vous accompagner dans l'amont et puis dans le post-conversion aussi après. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Karine? Non, non, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers les conseillers de vos départements, les conseillers spécifiques bio, puisqu'il vaut mieux être armé avant de faire des erreurs, en fait. Puisque une fois qu'on est en contrôle bio, comme l'a dit Julia, voilà, après, ça peut être des sanctions qui s'appliquent. Du coup, ce serait dommage. Alors que vous avez envie de bien faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut juste qu'on ait bien pris le temps de regarder tous les aspects en détail de votre projet et tous les doutes qui pourraient subsister. Et faire les choses Voilà, dans l'ordre, quoi. voilà, tout à fait. Donc, en tout cas, vous êtes déjà dans une bonne démarche puisque vous êtes en train de vous renseigner. Donc, continuez comme ça. Merci à vous d'être venus et n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Et Merci beaucoup. merci à Merci. Julia aussi. Merci à vous pour la appétit. présentation. À bientôt À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. et bon mois de la bio.